bonjour à tous, merci de me recevoir. Donc, je me présente, Alexandre Levette, je suis technicien forestier, je travaille à Co4West, qui est une coopérative forestière, et qui vit grâce à ses adhérents. C'est-à-dire tous les gens avec qui on travaille sont adhérents à la coopérative, et on crée il y a une trentaine d'années une structure pour avoir des gens compétents pour gérer leur patrimoine forestier, leur forêt. Donc nous faisons des prestations de sylviculture, c'est-à-dire conseil, gestion, marquage, renouvellement des peuplements et par conséquent d'exploitation forestière. Donc je suis plus particulièrement attaché à l'exploitation forestière et je travaille depuis 2010 régulièrement avec Jean-Baptiste et Christine sur les actions d'exploitation forestière, notamment de débardage et aussi d'abattage. Le débardage par traction animale, pour moi, est un outil. Il n'est pas forcément puriste, il est surtout en association. Il s'intègre complètement dans notre système d'exploitation forestière et il s'intègre pour nous à plusieurs niveaux. Donc au niveau du respect des sols, de l'eau également et surtout des peuplements. Et enfin, et là je le mets vraiment en avant, c'est pour nous un outil à la sylviculture. C'est-à-dire que le débardage à cheval, pour nous, il n'a un intérêt que s'il ne sert qu'à avancer dans la forêt, à la pérenniser, à avoir une gestion durable. Et le cheval nous permet d'accéder à des endroits où on ne pourrait pas accéder, ou de manière très lourde et anti-économique. Et là, on a une très forte importance de cet impératif. L'économie dans la forêt privée française, c'est essentiel. Sinon, nous n'avons pas notre place. On est sans cesse soumis à une concurrence, que ce soit sur l'achat des bois, sur la vente, sur la compétitivité. Et ça nous permet complètement de rentrer dans certains peuplements, de nous vendre, de faire avancer la forêt, la gestion durable. Et pour nous, ça s'intègre aussi dans notre système de management environnemental. On est SME, ISO 14001. Donc on rentre en plein dans cette action avec le débardage à cheval. Voilà. Au niveau des actions appliquées, pour nous, ils interviennent dans les peuplements sensibles, donc régénération naturelle, renouvellement des peuplements, donc préservation des semis, des sols. Dans les peuplements difficilement accessibles, les peuplements très denses, les bois très longs, sans trous, qui restent accrochés dans les arbres. Également dans les zones en pente. Et puis c'est aussi pour nous un moyen de communication, ça nous permet de nous différencier des autres et de mettre ces outils-là en avant. Voilà. Je vais peut-être passer la parole à Jean-Baptiste. Alors moi, j'aurais peut-être une question. On a, je trouve, pour avoir fréquenté beaucoup les débardeurs au cheval, on a une image un petit peu passéiste lorsqu'on n'est pas au fait du débardage actuel. Lorsque je suis allé, moi, sur les chantiers de la Co4West, je suis allé à plusieurs reprises faire des photos, et j'ai quand même observé qu'il y a des chantiers, évidemment, d'éclaircies, mais on intervient fréquemment avec des chevaux sur des chantiers que j'appellerais de gros bois. Il ne faut pas penser que le débardage au cheval est consacré uniquement à des travaux d'éclaircie, mais qu'on a une palette de possibilités qui est relativement importante. Exactement. Alors effectivement, on n'est pas seulement limité au petit bois, au bois d'éclaircie, on est aussi amené à faire de gros bois. Donc là, soit directement en traîne directe ou avec le diable. Donc ça, Jean-Baptiste saura plus que moi vous en parler. Il est aussi mécanisé avec son treuil, c'est aussi un outil très important. Et puis encore une fois, on essaye d'être complémentaire avec les outils traditionnels qui sont les tracteurs et abatteuses. La compétitivité, elle passe par là aussi. C'est-à-dire qu'on est vraiment compétitif quand on arrive à associer ces éléments et ces acteurs. Et ils travaillent ensemble en commun. Donc en plus, nous, en forêt privée, on est souvent avec des petites parcelles, des faibles volumes. On n'est pas sur les forêts domaniales où il y a des gros volumes unitaires de coupe. Donc ça nous permet d'être plastique, de s'adapter et de répondre aux contraintes locales, qu'elles soient environnementales, ou là, en l'occurrence, économique, avec les volumes mobilisés. Mais on n'en laisse pas plus avec le débardage à traction animale. On a cette plasticité
et cette capacité à s'adapter à tout type de bois, à tout type de peuplement. Alors, il faut savoir qu'en France, actuellement, vous avez, les chiffres sont difficiles à établir. On peut estimer qu'il y a entre 30 débardeurs professionnels, ou on peut dire qu'il y en a 200 selon leur degré d'implication dans la profession. Est-ce qu'ils travaillent à temps? Est-ce qu'ils sont en pluriactivité? Nous avons Étienne Poupinet qui est ici, qui fait aussi du débardage, mais qui est plus dans la pluriactivité, ou tout du moins qui n'a pas une activité à temps plein. C'est vrai que la profession est un petit peu complexe. Alors, avec Christine et avec Jean-Baptiste, nous avons en fait 2 entreprises. C'est ça, Jean-Baptiste? Oui, oui. Jean-Baptiste, il faut parler dans le micro. D'accord. Voilà. Ça marche? Oui. Donc, nous avons donc 2 entreprises. Hein. Donc, une entreprise mère qui a commencé, donc, on va dire, dans les années 76, en tant que, on va dire, amoureux du cheval, amoureux de la forêt. Et puis, en 97, où j'ai arrêté mon activité de directeur technique d'une boîte de taille de pierre, où je me suis donc lancé au bûcheronnage et débardage. Hein. C'est-à-dire que moi, je considère qu'il faut être de la forêt et d'aller au cheval. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, si vous voulez, considérer le cheval autre qu'un outil. Nous, c'est notre outil, c'est notre tracteur, c'est le cheval. Hein. Donc, il faut qu'il soit rentable pour une entreprise. Nous sommes des entrepreneurs qui doivent vivre de leur métier avec un financement et s'améliorer avec du matériel moderne. Hein. Donc, on est comme toutes les entreprises, on a 6 ou 7 ouvriers de temps en temps, on a 20 chevaux et on travaille, on va dire, en collaboration entre entreprises. C'est-à-dire que des fois, là, comme là en ce moment, on travaille à 3 entreprises, Christine et puis donc Laurent Le Gall. Moi, j'ai en ce moment 4 ouvriers, donc que je salarie. Hein. J'entendais un agriculteur qui me disait, mais nous, en agriculture, on n'arrive même plus à avoir un salarié. Et vous, avec vos chevaux, vous avez 4 salariés. Mais il dit, mais c'est pas possible, comment vous faites pour les payer? Je les paye tous les mois, et puis avec un chèque, avec de l'argent, et ils sont contents. Voilà. Alors, vous voyez comme quoi la vie peut vous amener, si vous voulez, à être contradictoire, parce qu'aujourd'hui, dans l'agriculture, avec le matériel moderne qu'ils ont, ils ne peuvent plus salarier une personne, et nous, dans le bois, en ayant des capacités, en ayant financières et mécaniques et humaines, arriver à développer, si on veut bien, une activité avec le cheval. C'est-à-dire que nous, c'est forestier avec un outil qui est le cheval. Voilà. Alors, ce que je dis toujours aux gens, venez pas pour le cheval, venez pour la forêt. Alors, ce qu'on apporte, on va dire, à la forêt, c'est notre compétence de pouvoir aller en temps humide, ne pas faire d'ornière, de pouvoir sortir des gros bois, parce que, pour une petite anecdote, on avait quelqu'un de l'ONF, et aujourd'hui je vois personne de l'ONF, qui s'amusait à nous bloquer, si vous voulez. C'est-à-dire que chaque fois qu'on arrivait à faire un petit chantier, on nous en donnait un plus gros, ce qui était bien pour nous. On a joué le jeu, on s'amusait avec eux. Jusqu'à sortir des bois jusqu'à 4 mètres cubes. Vous voyez, on arrivait à nous bloquer en disant le cheval n'arrivera pas à aller au-dessus d'une certaine taille. Eh bien, on s'est pris au jeu et aujourd'hui, on arrive à sortir des bois jusqu'à 4 mètres cubes avec des chevaux et être rentable. Au bout de la journée, on a à peu près 400 € chacun pour un homme, 3 chevaux. Alors, je vais passer la parole à Christine qui va nous dire des droits. Moi, je voudrais apporter peut-être une précision. Christine prend le micro, on va écouter Christine. Ce qui est frappant actuellement, au cours des 10 dernières années, c'est que les entreprises forestières au cheval ont beaucoup changé, en ce sens qu'on avait autrefois
des gens qui étaient un petit peu isolés. On avait un débardeur qui travaillait dans son coin, dans l'est de la France, un autre à 200 km. Cette configuration a complètement changé dans les 10 dernières années. C'est-à-dire que ces gens-là, maintenant, travaillent d'une manière collective et se réunissent à plusieurs entreprises. Vous arrivez à vous retrouver, c'est ce que disait un petit peu Jean-Baptiste tout à l'heure, sur un chantier, de quelle force êtes-vous capable de mettre en œuvre? Eh bien, actuellement, on est capable de mettre une dizaine de chevaux de travail et 5-6 gars, même minimum, quoi. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on a créé un petit peu un réseau, hein, donc localement et un petit peu plus loin, on va jusqu'en Bretagne avec des gens avec qui on travaille régulièrement. Là, on a eu une surcharge de travail liée donc aux intempéries. On nous a demandé d'intervenir sur des chantiers qui n'étaient pas prévenus. Donc, on a été capable de demander à d'autres entreprises de débardage en traction animale de venir nous rejoindre. Et du coup, en mutualisant nos forces, on va dire, on intervient sur des gros chantiers rapidement. Et ça, c'est très important pour les donneurs d'ordre parce qu'ils veulent bien utiliser le cheval, mais il ne faut pas que ce soit non plus une contrainte trop importante pour eux. Et je voulais aussi dire que, pour revenir un petit peu sur ce que Jean-Baptiste disait, on arrive maintenant à sortir des gros bois, etc. Mais c'est toujours pareil, c'est après avoir fait une recherche aussi sur le matériel. On essaye toujours d'améliorer nos capacités en recherchant du matériel de plus en plus performant. Alors parlons matériel, de quel matériel disposez-vous? Parce que là on voit par exemple, on voit Christine ici avec 2 chevaux en traîne directe, c'est-à-dire que grosso modo il n'y a pas de matériel à traîne directe, c'est-à-dire on traîne directement la bille de bois, mais on a vu sur d'autres photos que vous utilisez du matériel. De quel matériel disposez-vous actuellement? Alors, on dispose d'un porteur hippomobile, donc c'est le même principe qu'un porteur motorisé, on va dire, hein. C'est une grosse remorque forestière sur laquelle on va pouvoir charger des bois. La seule différence, c'est que là, les chevaux sont les tracteurs, hein, donc les roues ne sont pas motrices, donc pas d'ornirage. Et là, on n'hésite pas à associer un moteur auxiliaire pour actionner la grue. Voilà. Et là, on est très rentable. C'est Jean-Baptiste qui mène le porteur, et il peut sortir, on va dire, jusqu'à 80 stères par jour. Ça, c'est dans les meilleures journées. En moyenne, 40 à 50 stères par jour. Alors, il faut savoir que les fabricants de porteurs hippomobiles ont 2 origines. On trouve des porteurs hippomobiles qui viennent des pays nordiques, de Finlande et de Suède, et des porteurs qui viennent du Canada. Il y a actuellement un assembleur en France qui a sorti un porteur hippomobile, mais je pense que ce porteur-là est originaire du Canada. C'est ça, hein, canadien, et il a été transformé ici. Alors, d'autres matériels. Ouais, pour en revenir au porteur, ce qui est intéressant aussi, c'est que nous, avec les chevaux, pour sortir 40 stères de bois, on va utiliser 5 litres de gasoil. Alors que si c'est un tracteur forestier pur, il faut 1 litre par stère. Voilà, donc c'est quand même une grosse économie de carburant. Et sinon, on dispose aussi de ce qu'on appelle les diables ou trinque-balles. Donc ce sont des outils, je sais pas, voilà, ce genre d'outils, qui là nous permettent en fait de sortir des gros bois sur des longues distances. On vient placer le diable au-dessus de la grume, et ensuite on a installé un système de treuil électrique qui nous permet de lever la grume et ensuite donc du coup de soulager la force de traction et de faciliter le travail des chevaux. Mais ça, c'est un système qui existait depuis très longtemps. Nos ancêtres travaillaient déjà avec un diable. Nous, on a juste ramené le côté treuil électrique qui facilite le travail, quoi. D'accord. J'aurais une question. Est-ce que vous pouvez nous dresser un petit tableau des différents types de chantiers sur lesquels vous intervenez? Parce qu'on a été un petit peu rapide. Jean-Baptiste Donc, le départ a été les premières éclaircies, c'est-à-dire enlever les petits bois, on va dire sans esquinter les réserves. C'est-à-dire pouvoir se faufiler, on va dire, sans être obligé d'abattre des arbres dans la forêt, donc garder les réserves pour l'avenir. Ça, c'était, on va dire, dans les années 77, 78, quand j'ai commencé, les premiers chantiers que j'ai faits, c'était des éclaircies. Après, on nous a demandé de faire des chantiers rivières pour, on va dire, nettoyer les bords des rivières. J'en ai fait pendant 3 ans. J'ai commencé à la source de l'Arbre, dans la parcelle 104, à Soligny-la-Trappe, et où j'ai fini à la fin de la forêt 3 ans après. Hein. 3 ans après, arrivé 99, la tempête. C'est là où j'ai acheté au Canada, on va dire, mon porteur hippomobile pour aller sur les pelouses des châteaux qui étaient complètement dévastés par la tempête, où
par exemple à Champs-sur-Marne, il y avait des canalisations en terre cuite qui dataient de Louis, je ne sais plus le combien, où des porteurs avaient passé une seule fois et écrasé les canalisations monuments historiques. Alors ils ont été très très vite arrêtés par les monuments historiques, et là, nous, avec le porteur hippomobile, on a pu donc passer sur des endroits qui étaient à protéger. Ça, c'était l'environnement, château, ville parisienne, château de Champs-sur-Marne, Disneyland et autres. Voilà. Et là, aujourd'hui, on est rentré en forêt pure, donc avec Coffre Ouest, avec l'ONF, avec des propriétaires privés, où on travaille, si vous voulez, sur des chantiers avec le tracteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on prépare les bois sur des chemins où le tracteur a le droit d'aller, et à l'intérieur de la forêt, le tracteur n'entre plus dans la forêt, il reste sur les chemins, et par exemple, le coût du tracteur est divisé par 2, puisque le tracteur travaille à l'heure. Il est capable de sortir, lui, derrière nous, 400 mètres cubes par jour. Donc nous, on intervient avant, et on lui prépare les bois, et on augmente, on va dire, la puissance de rendement du tracteur. Parce qu'il faut savoir aujourd'hui que le tracteur, lui, est obligé, si vous voulez, quand il fait beau, d'aller dans plusieurs endroits. Il est demandé, sitôt qu'il fait beau, et il faut qu'il ait une puissance de sortie de bois et de demande de bois tout de suite. C'est-à-dire que, donc nous, notre travail, c'est de préparer, on va dire, pour ne pas esquinter et que le tracteur soit rentable aujourd'hui. Voilà. Un petit mot, Christine ou Jean-Baptiste, un petit mot sur la forêt périurbaine, parce que c'est vrai que vous intervenez énormément en région parisienne, mais même par ici, sur des forêts dites périurbaines. Tout à fait, ouais, je voulais justement intervenir un petit peu sur ce sujet-là. Il nous est arrivé plusieurs fois d'aller travailler en région parisienne, non pas parce qu'il y avait des contraintes techniques sur le chantier, mais juste parce qu'en fait la population ne supportait plus qu'on coupe des bois. Donc quand les tracteurs arrivaient, il y a vraiment de la population qui manifestait, qui allait jusqu'à brûler les engins pour ne plus qu'on coupe de bois, parce qu'ils prenaient ça comme une agression. Donc, par la force des choses, on va dire, l'ONF nous a appelés et ils nous ont dit on va essayer avec les chevaux, peut-être que ça passera mieux. Et en effet, nous, quand on est derrière notre cheval, si on croise quelqu'un, on va prendre le temps de discuter avec lui, et c'est toujours pareil, c'est le lien social. Et du coup, les gens vont comprendre pourquoi on coupe un arbre, et la chose va être prise différemment. Et le climat relationnel population-ONF s'améliore beaucoup. Alors, peut-être pour finir, avant de passer à Eddy et Jean-François, je les tutoie, parce qu'on a quand même passé pas mal de temps au fond des forêts ensemble, donc ça crée des liens. Je voudrais revenir sur le Perche, Jean-Baptiste. Vous êtes quand même intervenu, puisque nous sommes là sur le territoire du parc du Perche, on peut dire sur le Grand Perche, la région Basse-Normandie, la région Centre. Vous intervenez quand même, parce que vous nous parlez de région parisienne, de Bretagne, vous êtes quand même intervenu régulièrement sur le territoire percheron. Alors sur le Perche, on va dire, j'ai travaillé 3 ans à Soligny-la-Trappe, au fond des bois. On va dire, ce qui a été, on va dire, une expérience positive. Après, j'ai connu Coffre Ouest, et donc aujourd'hui on travaille, on va dire, pour Monsieur Vuitton, la forêt de Monsieur Vuitton juste à côté. On travaille à la fonderie, non, à la briqueterie, là juste à côté de la briqueterie, là sur la poterie au Perche, voilà, oui. Donc avec Coffre Ouest, pareil, on va dire, on travaille dans le Perche assez souvent, mais bon, c'est vrai qu'au fond des bois, personne ne nous voit, parfois Jean-Léo qui nous cherche. Hein, et c'est pas parce que, si vous voulez, on ne nous voit pas qu'il n'y a pas des chevaux dans le bois, et merci Jean-Léo de faire notre promotion, de montrer ces belles photos au fond des percherons dans le Perche. Une dernière chose, Alexandre, il y a ici des élus, des gestionnaires de communes
La COFOR Ouest et les communes, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu des explications, c'est-à-dire comment, si on a une commune par exemple qui a un patrimoine forestier, comment ça se passe, qui est gestionnaire, est-ce que vous intervenez, quelles sont les formules dans ce cas-là? Alors effectivement, on intervient surtout pour des propriétaires forestiers privés, on intervient aussi pour les communes, donc on est mandaté par les communes dans ce cas-là, on est l'interlocuteur privilégié, on est le gestionnaire, on répond à leurs attentes et on les conseille au niveau sylvicole, c'est-à-dire qu'on les oriente, on oriente la forêt vers leurs choix, leurs objectifs, que ce soit l'accueil, la production, la protection. Nous, on a un œil, encore une fois, sylvicole, j'insiste vraiment là-dessus parce que c'est le cœur de notre métier. On va les conseiller, on va leur donner des méthodes, on va faire les marquages, on va influencer la forêt, on va la faire évoluer, éventuellement on va la renouveler, l'accompagner, la rajeunir. Et encore une fois, c'est les communes et les propriétaires, si je peux dire aussi, qui donnent leurs objectifs, qui ont des attentes. Et nous, avec notre savoir-faire, nos connaissances, nos outils, nos prestataires, on essaye de répondre à leurs demandes et toujours dans un souci de qualité et pour pérenniser la forêt. Voilà. Merci.